Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, bienvenue au programme. Alors au programme sur Sud Radio, d'abord de l'immobilier, savoir ce qui se passe en ce moment, vous allez voir, il y a des choses quand même très très intéressantes. Et puis ensuite, la lame de fond, la transition énergétique et la capacité que vous allez avoir, vous, si ça vous intéresse, et à un moment, de toute façon, vous n'aurez pas le choix, à mesurer votre empreinte carbone. C'est parti, on démarre avec Laurent Vimont et Century 21. Laurent Vimont, donc derrière moi, Century 21. Je voulais faire le démarrage avec lui et la rentrée avec lui parce que Laurent, vous avez ensuite on fera le sommaire, les amis, mais démarrons tout de suite avec Laurent. Vous avez donc ce matin donné, comme vous le faites chaque année d'ailleurs, les grandes tendances sur le marché de l'immobilier, ce qui s'est passé en 2020, année évidemment paradoxale et particulière, avec néanmoins des choses très très intéressantes que vous détectez. Je vais vous le dire très franchement, Laurent, un tout petit peu inquiétante. Enfin, ça confirme ce qu'on pense tous les deux sur le problème fondamental qu'il y a aujourd'hui sur le marché de l'immobilier. Est-ce qu'on peut démarrer alors, vous êtes très prudent sur cette question, comme vous l'êtes d'ailleurs d'une manière générale sur un marché qui évolue lentement. Mais est-ce qu'on peut démarrer sur ce que vous remarquez? Alors moi, j'ai appelé ça fracture sociale. C'est vous qui apportez des chiffres quand même d'une forme de décrochage d'une catégorie de la population en ce qui concerne l'acquisition des biens immobiliers. Est-ce que vous pouvez me donner les chiffres que vous avez là-dessus et les commentaires que vous avez là-dessus, Laurent? Oui, il y a des chiffres qui m'ont sauté aux yeux. Le premier, effectivement, c'est un décrochage de la catégorie CSP employé-ouvrier qui est en baisse de plus de 6% dans nos chiffres. C'est la première fois qu'on observe ça depuis des années, malgré des taux historiquement bas. On peut y trouver peut-être deux explications. La première, le durcissement des conditions d'octroi qui avait été annoncé il y a un an, avec des conditions d'octroi qui avaient été renforcées sur l'endettement, le reste à vivre, la durée de financement maximum à 25 ans, qui viennent d'être allégées depuis quelques jours maintenant. Et puis l'autre élément, c'est la hausse du prix de vente moyen en France. Dans le dossier, vous avez des colonnes d'eau qui vous donnent le prix de vente moyen en France. Et dans ce prix de vente, on intègre ce qu'une banque vous prête pour 1 000 € de mensualité sur 20 ans. Et comme les prix ont augmenté en France, mécaniquement, l'apport, il a aussi augmenté. L'apport nécessaire pour acheter. Et il est monté à 34 000 € alors qu'il était quasiment zéro depuis les années 2017-2018 qui ont été très très dynamiques. Est-ce que c'est un phénomène éphémère ou est-ce qu'il est durable? On va attendre 2021 pour le commenter. Ouais, mais alors, vous constatez aussi, c'est-à-dire que, je parle sous votre contrôle, Laurent, jusqu'à présent, en fait, la hausse des prix était compensée par la baisse des taux d'intérêt. On peut le dire comme ça. Et finalement, non, c'est la baisse des taux qui faisait monter les prix, à mon avis. Enfin, en tout cas, il y avait un lien entre les deux qui faisait que personne ne sortait du marché. Oui. Là, vous constatez une très légère hausse des taux d'intérêt, c'est ça, Non, les taux restent stables à peu près. Ils ont fait des petits bouts de yo-yo. Mais il n'y a plus la baisse qui vient compenser la hausse, on va le dire comme ça. Exactement. Et est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Je ne sais pas le dire. Ce que je sais, c'est qu'il ne faut plus attendre de réserve de financement du côté de taux qui baisserait et qu'effectivement le nombre d'acheteurs potentiels peut diminuer puisque quand vous regardez un prix de vente moyen et que vous mettez en face qu'il faut pour financer 1 000 € de mensualité, c'est ce que on va dire un couple, un ménage peut rembourser en moyenne. Quand vous avez des taux qui remontent, mécaniquement il y a moins d'argent en face et donc vous sortez du marché un nombre d'acheteurs important et on est sur des niveaux de revenus qui sont extrêmement faibles, donc ça joue à 50 ou 100 € de différence. Exactement. Il faut être très très prudent. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose de durable ou pas? C'est trop tôt pour le dire. Ouais, c'est ça, c'est là que vous êtes prudent. Et de la même façon, la grande question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il y a eu un effet Covid en mode effet confinement et donc télétravail, et donc cette idée qu'on puisse peut-être un petit peu justement essayer de sortir des villes et des grandes villes et donc desserrer un peu l'étreinte des prix pour aller chercher un petit peu plus loin un logement qui sera habitable parce qu'on va pouvoir faire du télétravail. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus, Laurent, une tendance que vous pouvez remarquer? On voit de légers glissements, mais de quelques kilomètres. On n'a pas vu d'exode.
On a vu des gens quitter Paris pour aller habiter en première couronne et plutôt proche de Paris. On a vu de la première couronne partir en seconde couronne et on a vu des gens d'hypercentre aller en périphérie. Il n'y a pas eu l'exode rural qui avait été annoncé par certains parce que quand les gens découvrent les conséquences de ce choix en termes de temps de trajet, d'école pour les enfants et de mode de vie, ils reviennent peut-être au logement où ils étaient. Et puis toutes ces intentions d'exode, elles ont été le fruit de gens qui étaient confinés, bloqués chez eux, qui ne pouvaient plus sortir. Donc c'était terrible comme situation. D'un instant, la liberté de se déplacer a été retrouvée. Ils se sont dit, on n'est pas si mal où on est, et avant de faire 1h30 en voiture, on va attendre un petit peu. Ça d'accord, mais dans le rêve immobilier qu'on peut essayer de faire ensemble pour que, bon Dieu, on sorte de cette structure de tension. Hein. On y reviendra sur la stabilité du marché. Ça fait la stabilité du marché, ça c'est sûr. Les propriétaires n'ont aucune inquiétude à se faire. Laurent, c'est quoi le chiffre que vous donnez ? Il y a 10 acheteurs pour un vendeur, c'est ça aujourd'hui ? Oui, on a ce ratio-là en moyenne. Alors, on va peut-être en perdre quelques-uns parce que la crise du Covid va impacter sûrement l'économie et donc le chômage. Mais globalement, il faut rappeler, on l'a souvent dit, Stéphane, on est sur un marché déficitaire. Il manque en France entre 500 000 et 800 000 logements. Et en face, il y a un nombre d'acheteurs finançables extrêmement important. Trouver un logement en France, c'est un parcours du combattant. Parce que il n'y a pas assez d'offres et tant qu'on n'aura pas plus d'offres, mécaniquement, les acheteurs, ils seront obligés d'aller vite, de choisir parfois le logement qui est le moins mauvais, mais que dans tous les cas, ça pèsera sur les prix. Et on se connaît depuis 12 ans et depuis 12 ans, on a observé que la seule fois où ça a baissé, c'est quand les taux ont monté. Quand il y a eu les subprimes, les taux sont passés de 3 à 5% en l'espace d'un mois. Ça a rendu les acheteurs moins solvables et donc ça a pesé sur les prix. Et puis quand les taux ont commencé à rebaisser, les prix ont commencé à remonter. Voilà, donc c'est un marché d'offres et de demandes, certains l'ont oublié, et dans ce marché, il y a une règle d'or. Quand il y a une des parties qui est plus forte que l'autre, ça fait monter ou baisser les prix. Pour un coup, Laurent, t'en as besoin. Oui, mais donc, on pouvait se dire, en fait, grâce au télétravail, on va peut-être aller dans celles qui sont quand même aujourd'hui marginalement victimes de ce qui se joue sur l'immobilier, c'est-à-dire des villes moyennes. Des villes moyennes qui n'ont pas cette pression aujourd'hui de 10 acheteurs pour un vendeur, parce que justement, grâce au télétravail, 3 jours par semaine, etc. Non, tu ne constates rien qui puisse nous aider là-dessus. C'est bien trop tôt, parce qu'encore une fois, dans le télétravail, il y a des partisans et puis des gens hostiles. Ouais, moi, j'observe qu'il y a un nombre de gens qui veulent venir travailler au bureau et pour qui le télétravail, c'est une punition. Ils veulent bien le faire une journée par semaine, mais pas à plein temps. Ouais. Et donc, s'ils doivent habiter à 100 km de chez eux, de l'emploi, pour un jour par semaine, ça ne marche pas. Donc il faut arrêter. Même si en échange, on arrive à baisser son loyer de 20-30% ou baisser ses remboursements de 20-30%. Oui, sauf que parce que ça va être ça le deal quand même. Sauf que la vie, le temps de transport, pour ceux qui l'ont vécu, moi je travaille à Évry, et donc je fais tous les jours Paris-Évry, et je garantis que c'est pas drôle tous les jours et que ça pèse sur la vie privée. Alors il faut bien mesurer ça. Je ne prétends pas que ce soit impossible, juste il faut mesurer les conséquences. Dans tous les cas, tous ceux qui ont rêvé d'un logement à la campagne ne sont pas tous passés à l'acte. Ce que tu as constaté, c'est-à-dire tu l'as dit dans ta conférence de presse, je crois que c'est ton concurrent m'avait parlé, l'un de tes concurrents, enfin le seul qui soit vraiment significatif, m'avait parlé d'Orléans, toi c'est Chartres, donc activité dingue sur l'agence de Chartres, ouais. C'est ça ? En fait, il y a aux 4 points cardinaux, il y a au nord Senlis-Compiègne, à l'ouest Chartres, à l'est Marne-la-Vallée et au sud Fontainebleau, qui après le confinement ont été envahis par des Parisiens qui étaient partis se confiner en location et qu'on trouvait la vie formidable et qui ont acheté des résidences secondaires. Et donc, il y a eu effectivement une espèce d'engouement, d'emballement sur ces 4 communes ou régions, on va le dire comme ça, de Parisiens plutôt CSP+, parce qu'il faut des moyens pour les résidences secondaires, qui ont acheté un logement là-bas et qui se sont dit, on va garder le logement parisien et puis là, le télétravail, on va l'optimiser puisque un des deux le fera le vendredi et un le lundi. Comme ça, les gamins pourront être à l'école la semaine tranquille avec un des deux parents, et puis un des deux bénéficiera de la campagne pendant que les autres. Bon, mais c'est pas assez significatif pour faire évoluer. Non. La résidence secondaire, ça a augmenté de quasiment 6% en 2020. C'était un phénomène important parce que on l'a pas connu depuis des années. L'élément, pour moi, le plus spectaculaire, c'est la hausse colossale des achats à titre de placement. Alors, on va y venir. Allons-y. Enfin, 2 choses. La proportion des plus de 60 ans. Oui.
qui compensent les CSP- et les moins de 30 ans, parce que eux, ils ont l'avantage d'avoir, grâce au logement qu'ils revendent, un pouvoir d'achat extrêmement important, puisqu'ils ont des hausses de prix qui vont de 50 à 100% en fonction de l'endroit où ils ont acheté, de la date à laquelle ils ont acheté. Donc, ils ont un apport conséquent. Des taux bas, ils ont été actifs sur le marché. Et puis, l'autre élément important pour moi, c'est effectivement les achats à titre de placement. Une vente sur 3, 30% des ventes qui ont été faites à investisseurs, avec des profils de gens qui peuvent être cadres moyens, employés ouvriers, et qui décident d'investir pour leur retraite, considérant qu'il y a une vraie incertitude et qu'acheter un logement à 50 000, 100 000 euros, ça représente, allez, on va dire, entre 300 et 500 euros de crédit. En face, il y a 200-300 euros de loyer, donc il y a un petit effort de 150 euros ou 200 euros à faire tous les mois, avec la garantie qu'une partie du crédit est payée par le loyer et que à la fin, dans 15 ans, eh ben, ils auront une bonne poire pour la soif avec une rente mensuelle pour leur retraite. Bien sûr, et c'est parfaitement rationnel. Ils bénéficient en plus de taux d'intérêt très très bas, sans doute pour un petit moment, mais personne ne peut prévoir l'évolution des taux d'intérêt. Et donc évidemment, c'est un très bon investissement. Mais alors, est-ce que ça peut, parce que ça, c'est un de nos sujets aussi, Laurent. C'est bien cet investissement locatif qui, à un moment, donne le tempo du dynamisme de la construction. Alors toi, c'est l'ancien, mais avant que ce soit ancien, par définition, il faut que ce soit neuf. Est-ce que ce dynamisme-là, ça peut justement essayer de soutenir la construction? Parce que ça va être ça la grande inquiétude sur le marché. C'est deux profils différents. Dans l'ancien, celui qui achète, il paye pas d'impôt en général, ou il en paye peu, et donc il ne cherche pas à acheter quelque chose avec un avantage fiscal. D'accord. Alors que dans le neuf, celui qui achète souvent a un accompagnement qui est un Pinel, un CELI pour les plus anciens, bref, quelque chose permettant de défiscaliser. Et aujourd'hui, le neuf souffre d'un problème, c'est la production de nouveaux programme, puisque le Covid a impacté durement l'activité, la recherche de foncier a été stoppée, les permis ont été stoppés, certains ont été annulés avec les municipales, et donc il y a un problème de stock. J'ai le sentiment que si le stock se reconstitue, mécaniquement les ventes seront à nouveau au rendez-vous, mais pour l'instant il faut reconstituer le stock de biens à vendre dans le neuf. C'est deux structures différentes. D'un côté on achète sans l'avantage fiscal, de l'autre avec, et c'est donc deux profils de clients différents. Oui, mais enfin quand même, alors d'abord juste un point, ça veut dire que l'inquiétude sur l'encadrement des loyers, en fait. Laurent Vimon, Century 21, l'empreinte carbone au quotidien. Vous allez voir ça dans un instant. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Et donc on termine avec lame de fond depuis un moment, mais en même temps là ça y est, la vague est quand même absolument considérable. Alexis Normand est avec nous. Bonjour Alexis. Enchanté, bonjour. Fondateur donc de Greenly comme son nom l'indique. Voilà, on est dans le green. Est-ce que je peux résumer, parce que je veux qu'on discute du fond assez vite ensemble Alexis. Je vais résumer ça. Je déteste quand on parle comme ça, mais là le Yucca du carbone. Alors, Greenly, c'est effectivement une application et un SaaS pour mesurer toutes les émissions, que ce soit d'un individu ou d'une entreprise. Et ça passe par non pas seulement le scanning de vos produits, mais vraiment toutes vos dépenses. Votre facture d'électricité, votre facture d'essence, vos achats Internet, toutes vos dépenses d'entreprise. Donc, c'est beaucoup plus large que Yucca. En fait, c'est comment, derrière chaque paiement, apporter une mesure d'impact carbone pour diffuser peut-être à toute la société, à toutes les institutions financières, en fait, un tableau de bord de son impact climat. Ce que vous mettez en avant et ce qui est quand même très bien fait, quand je dis Yucca du carbone, c'est quand même la possibilité, restons sur l'environnement de Yucca, l'impact carbone de la tranche de jambon avec le code barre. Alors, c'est une application qui permet de mesurer l'impact de chacune de ces dépenses. Voilà. Donc, à ce titre-là, on a voulu répondre à un problème, c'est pourquoi est-ce que je me sens concerné par l'environnement et je fais rien au quotidien? Tout simplement parce que je peux pas améliorer quelque chose que je mesure pas. Donc, il faut une application où je puisse mesurer tous mes achats. Alors, effectivement, la tranche de jambon, mais aussi ce qui a plus d'impact encore peut-être, qui est votre facture d'électricité, votre facture d'essence, vos achats de textiles, vos achats de technologie. Ma facture d'électricité, comment? Enfin, je veux dire, on va tout le problème est le problème du référentiel aujourd'hui. Tu peux pas savoir si quand je vais me chauffer là tout à l'heure à 19h, si j'habite à Paris, il y a assez peu de doutes, mais si j'habite pas très très loin, par exemple en Ille-et-Vilaine, est-ce que ça va être la centrale de Cordemais à partir du moment où elle va tourner, donc centrale à charbon, on en aura besoin en février, ou est-ce que ça va être le nucléaire de Flamanville? T'en sais rien en fait. Alors, tu prends un mixte? Il y a en permanence un mix énergétique, donc le kilowattheure à tout moment a un mix énergétique qui change.
En été, c'est beaucoup le nucléaire. On a une des électricités les plus décarbonées du monde. En hiver, on ouvre les centrales à gaz et à charbon parce que les gens se chauffent. Donc l'intensité carbone de ce qui sort de votre prise augmente. Et en réalité, votre facture vous donne le nombre de kilowattheures et à partir du nombre de kilowattheures, l'intensité énergétique. Donc en réalité, pour le coup, c'est une des choses qui se mesure le mieux. Bon, mais et tu as pas un problème de référentiel sur certaines de nos activités, justement? Alors, ce qu'on vous propose, c'est un tableau de bord qui permet de voir les ordres de grandeur. C'est quoi la part de mes transports, c'est quoi la part de mon logement, de mon alimentation. Après, et on s'appuie sur les factures pour les entreprises et pour les individus. Ce qui est vrai que les gens veulent pouvoir aller jusqu'au produit. Donc pour ça, il faut parfois le noter manuellement. On donne l'information. On s'appuie à chaque fois sur des données de la recherche publique. En France, pour le coup, on a beaucoup d'avance. L'ADEME a fait un travail exceptionnel d'open data où on connaît toutes les infos. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réconcilie vos factures, votre activité, avec ces infos qui sont souvent dans le domaine public, mais qu'il faut aller chercher, où il faut faire de la tuyauterie, en fait, pour vous faire ce tableau de bord continu de votre activité et surtout vous aider à progresser. C'est quand même ça l'objectif. Et vous faites ça grâce. Alors en fait, on va finir par en parler tous les jours de cette directive DSP2. Absolument. Je me souviens quand elle était sortie, truc technique, enfin on en avait à peine parlé. C'est fondamental, c'est une révolution. Ouais, voilà. Bah oui. Donc, mais vous allez mieux le raconter que moi. Ça me permet à moi de vous donner à vous l'accès à mon compte en banque. Et la banque n'a rien à dire. Voilà. Elle doit donner à Greenly l'ensemble de mes historiques de paiement. Effectivement, on s'est aperçu un jour que les banques étaient des plateformes comme les autres et que les données bancaires n'appartenaient pas à la banque, mais aux détenteurs des comptes bancaires. Et donc, je peux aujourd'hui télécharger toutes mes données bancaires et en faire ce que je veux. Alors parfois, je le fais pour faire du scoring crédit, pour demander un prêt à quelqu'un d'autre. Dans notre cas, on prend une copie. Enfin, l'appli Greenly prend une copie de toutes vos données bancaires et analyse. Ça permet donc de faire cette mesure d'impact automatique. C'est une révolution puisqu'on fait parler les données et surtout, en fait, on s'est aperçu en faisant ça que les données bancaires étaient quelque chose qui était très peu analysé. Les banques vous souhaitaient pas votre anniversaire, peut-être pas besoin. Peut-être pas, mais en tout cas, elles analysaient pas. Non, j'aimerais surtout qu'elles m'offrent des placements beaucoup plus dynamiques et bien plus adaptés. Exactement, il n'y avait pas de personnalisation de l'analyse à qui vous êtes, à ce que vous faites. Nous, on propose de le faire sous l'angle environnemental. On s'est aperçu qu'on fait enrichir les transactions bancaires parce que quand on prend une transaction, on peut savoir qui est le marchand derrière, quel est le cas de la catégorie, si dans cette catégorie c'est un marchand vert ou pas vert, que ça soit dans les transports, dans le textile, dans la tech, et à ce moment-là, convertir les euros en carbone et à partir d'infos sur votre profil, affiner l'analyse. Et ça, en fait, on parle de DSP2, on parle d'open banking, mais c'est une révolution parce qu'à partir du moment où on peut faire ça, ça intéresse les gens qui utilisent l'appli Greenly ou notre logiciel pour les entreprises pour faire des bilans carbone, mais ça intéresse aussi les banques qui du coup peuvent s'appuyer sur notre expertise pour le proposer à leurs clients. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est derrière le calculateur de la BNP et d'Hello Bank et qu'il y a 2,5 millions de Français qui ont une estimation de l'empreinte carbone, de leur empreinte carbone grâce à Greenly. C'est comme ça aussi qu'on peut aller voir les directeurs financiers, les directeurs RSE des entreprises et leur dire jusqu'ici vous regardiez vos paiements, votre trésorerie. Maintenant, on va aussi vous aider à piloter votre empreinte carbone. Je crois qu'ils la regardent de très très près, leur empreinte carbone, voilà, Alexis. On va les aider à le faire encore mieux et encore plus vite. Non, il va vous arriver ce qu'il arrive à Yuka. C'est-à-dire que il va falloir que vous justifiez d'énormément de choses. C'est ça le sujet qui va être passionnant parce que c'est l'un des sujets de Yuka. Et à un moment, en fait, ce qui se passe, c'est que l'application est devenue tellement puissante que même le groupe agroalimentaire qui se disait dans son bon droit a été obligé en fait de passer entre les fourches codines de Yuka et Yuka définit la norme. Alors... Et oui, sauf que l'enjeu est pas le même. Vous, l'enjeu, il est beaucoup plus important
que mon équilibre sanitaire et mon équilibre alimentaire. Mais c'est là qu'il va y avoir un sacré, pardon de le dire comme ça, un sacré putain de sujet. Alors, je pense que le jour où on aura les problèmes de Yucca, ça sera une excellente nouvelle pour Greenly, certes, mais plus largement, voilà, mais plus largement pour, je pense, peut-être la planète, parce que ça veut dire que tout d'un coup, les consommateurs, les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, parce que c'est ça la révolution de ce qu'on propose, c'est que tout le monde puisse suivre son empreinte carbone et pas seulement les grandes entreprises. Le jour où on aura les problèmes de Yucca, ça voudrait dire qu'elles seront suffisamment conscientes que c'est un sujet pour se plaindre qu'une entreprise ou qu'un produit ait une empreinte trop élevée. Et donc il suffit que 5%, 10% des consommateurs commencent à choisir ce qu'ils achètent en fonction de l'empreinte carbone pour que c'est un effet en fait boule de neige et que ça accélère la transition de tous ces fabricants, de tous ces prestataires de services. Donc par contre... Ah non, mais moi j'applaudis des deux mains, c'est super important. Hein. Super important, surtout... Mais allez-y, vous disiez par contre... Non, par contre, on préempte quand même la critique, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des calculs qu'on améliore en permanence. Et pour justement éviter ce type de problème, notre référentiel carbone, il est participatif. On s'appuie sur des sources publiques. Quand vous visitez notre appli ou notre SaaS, vous avez à chaque fois l'explication des calculs, parce que notre savoir-faire, il est dans l'analyse automatique et dans le service. La connaissance elle-même doit être démocratisée. Alexis, est-ce qu'un groupe comme L'Oréal, par exemple, il vous donne accès à l'ensemble de leur base de données? Alors L'Oréal publie son empreinte carbone et il publie leur scope 1, scope 2, scope 3, donc les différentes catégories d'émissions. Oui, mais vous, il vous faut plus que ça, vous. Il publie aussi leur chiffre d'affaires. Donc on a déjà en moyenne l'intensité carbone d'€1 chez L'Oréal. D'accord. Parce que c'est le ratio de leur empreinte carbone totale divisé par leur chiffre d'affaires. Après, ce que je veux savoir, c'est est-ce que le shampoing X, Y, Z, moi, ce que je propose à L'Oréal, parce que c'est pas seulement l'empreinte carbone du shampoing, c'est l'empreinte carbone de l'eau chaude du coiffeur qui vous lave les cheveux. Mais ils y réfléchissent, absolument. Et moi, je leur propose de faire le bilan carbone de tous leurs fournisseurs, ainsi qu'à tout le monde, parce que comme ça, ils peuvent impliquer non seulement leur entreprise, mais en fait tout leur écosystème. Parce que ça, le problème de l'empreinte carbone, c'est que j'ai la mienne, mais je suis dépendant de mes clients, je suis dépendant de mes fournisseurs, et mon empreinte carbone, en fait, est la somme de tout ça. Et aujourd'hui, le principal défaut de ce suivi, c'est qu'on est réduit à essayer de deviner l'usage de ces produits ou l'empreinte carbone. Et donc c'est pour ça qu'il faut un logiciel qui puisse, à mon avis, faire tâche d'huile auprès de tout le monde. Et c'est là-dessus qu'on travaille en tout cas. Et là où c'est super important, Alexis, c'est que, alors c'est une expression de Patrick Artus, l'économiste que j'apprécie énormément, et qui écrit « On passe du client roi », qui était, c'est vrai, sans doute la clé des années 2000, à la planète reine. Et pourquoi on passe de l'un à l'autre? Pourquoi c'est une rupture? Parce que le client roi, c'est toujours la recherche de prix les plus bas, et donc, par exemple, politique de concurrence, etc., dont on a beaucoup parlé. Là, tout va coûter plus cher. Et donc, oui, mais il faut que moi, client, je sois à peu près sûr que, ok, j'ai les moyens, je peux payer plus cher, mais alors au moins, je sais pourquoi je paye plus cher. C'est pour ça que c'est très très important qu'il y ait des outils comme les vôtres qui viennent justifier le prix d'une certaine manière et qui vont peut-être aider les entreprises. Je pense qu'effectivement on atteint un peu les limites du low cost quand les gens s'aperçoivent que ce qu'ils achètent c'est la dégradation de l'environnement, c'est des conditions sociales qui ensuite leur peuvent faire parler des conditions sociales, juste parler du carbone. Voilà. Juste parler du carbone. Et donc à partir du moment où on apporte ce supplément d'information et en fait peut-être ce supplément d'âme aussi, eh bien il y a une volonté de payer plus cher. Les gens veulent bien acheter des voitures électriques plus chères. Donc on est en train de réconcilier un peu le long terme et le court terme, et ça passe à mon avis par enrichir la consommation, enrichir nos finances de cette mesure qu'on se propose d'apporter. Voilà. Merci Alexis Normand, donc le patron de Greenly sur Sud Radio, et nous on se retrouve demain.